Un major allemand enfermé à l'intérieur d'une forteresse imprenable éclata de rire quand il vit 60 soldats Gourkhas apparaître derrière ses murs à l'aube, puis se tut quand il vit ce qu'ils tenaient dans leurs mains. La position avait tué des milliers de soldats et avait tenu pendant 23 jours sans qu'un seul soldat ennemi ne s'en approche. Que firent ces guerriers Gourkhas quand le major allemand refusa de se rendre? Ce qu'ils firent poussa 17 autres points fortifiés ennemis à capituler sans combattre en l'espace de 3 jours. Les canons avaient cessé de tirer, mais seulement pour un instant. Dans les ruines d'un vieux monastère au sommet d'une colline, une position allemande continuait de tirer. Ce n'était pas n'importe quelle colline. C'était une forteresse qui avait déjà tué 55 000 soldats alliés. Toute la campagne d'Italie avait été ralentie à cause de ce seul endroit. Chaque route vers Rome passait dans l'ombre de cette montagne maudite. À l'intérieur de bunkers en béton armé, 150 soldats allemands contrôlaient tout ce qu'ils pouvaient voir. Leur chef était le major Gustav Kleinschmidt, un homme qui avait survécu à 3 ans de combat en Russie. Il savait comment tenir une position. Il savait comment faire payer les assaillants en sang pour chaque centimètre de terrain. Ces bunkers avaient des murs de 90 cm d'épaisseur. Ces mitrailleuses couvraient chaque sentier menant à la colline. Il avait assez de nourriture pour 2 mois. Il avait assez de munitions pour tuer 10 000 hommes. Et il avait autre chose. Il avait regardé les Britanniques essayer de prendre sa colline 3 fois déjà. Chaque fois, ils avaient échoué. Les Britanniques avaient tout essayé. Lors de la première attaque, 200 fantassins avaient chargé droit sur le sentier principal. Les mitrailleuses allemandes les avaient fauchés comme de l'herbe sous une lame. 80 hommes moururent dans les 5 premières minutes. Les autres rampèrent pour redescendre la colline, traînant leurs camarades blessés. Lors de la deuxième attaque, les Britanniques amenèrent des chars. Les soldats allemands attendirent simplement. Ils avaient enterré des mines sur la route. 3 chars explosèrent. Les autres firent demi-tour. Lors de la troisième attaque, les commandants britanniques firent appel à l'artillerie. Ils tirèrent 1200 obus sur les bunkers allemands. Le bruit fit trembler le sol pendant 6 heures. Quand la fumée se dissipa, le drapeau allemand flottait toujours. Les bunkers en béton n'avaient même pas fissuré. Après 3 attaques ratées, 340 soldats britanniques étaient morts ou blessés. Pas un seul bunker allemand n'avait été capturé. La position avait tenu pendant 23 jours. Chaque jour où elle tenait, davantage de soldats alliés mouraient sur d'autres parties de la montagne. Chaque jour où elle tenait, la route vers Rome restait fermée. Et les commandants britanniques restaient assis dans leurs tentes à regarder des cartes. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Comment briser une forteresse quand les balles rebondissent sur les murs et que les obus ne peuvent pas atteindre l'intérieur? La réponse n'allait pas venir des commandants britanniques. Elle allait venir de 60 hommes que la plupart des officiers britanniques ne prenaient pas au sérieux. Ces hommes étaient des Gourkhas du 2e bataillon, 5e régiment de fusiliers royaux Gourkhas. Ils venaient de petits villages perchés dans les montagnes himalayennes du Népal. La plupart d'entre eux avaient 22 ans. La plupart avaient été fermiers et bergers avant la guerre. Ils avaient grandi en escaladant des falaises pour rejoindre leurs chèvres. Ils avaient grandi en portant de lourdes charges sur des sentiers de montagne. Ils avaient grandi dans un endroit où un faux pas signifiait une chute de 300 mètres vers la mort. Leur chef était le subédar Lal Bahadur Thapa. Dans l'armée britannique, un subédar était l'équivalent d'un sergent. Mais les Gourkhas lui faisaient confiance comme à un père. Lal Bahadur avait rejoint l'armée à 18 ans. Il en avait maintenant 26. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'en avait pas besoin. Quand il donnait un ordre, ses hommes obéissaient sans poser de questions. Il l'avait vu mener des charges en Afrique du Nord. Il l'avait vu porter des soldats blessés hors des champs de bataille tandis que les balles sifflaient autour de sa tête. Il savait qu'il ne leur demanderait jamais de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Quand les commandants britanniques demandèrent à Lal Bahadur d'examiner la position allemande, il ne la vit pas de la même façon qu'eux. Les officiers britanniques voyaient des murs en béton et des nids de mitrailleuses. Ils voyaient un terrain découvert où les hommes mourraient. Ils voyaient un problème qui nécessitait des chars, des bombes et davantage de soldats. Lal Bahadur vit quelque chose de différent. Il fit le tour de la base de la colline pendant 2 jours. Il l'observa sous tous les angles. Le 2e jour, il s'arrêta et fixa du regard l'arrière de la position allemande. Il y avait une falaise là. Elle montait à pic sur 120 mètres. La roche était presque lisse. Il y avait très peu d'endroits où poser les mains. Il y en avait encore moins pour poser les pieds. Aucun soldat britannique n'avait même envisagé de l'escalader. Aucun soldat allemand ne s'était donné la peine de la surveiller. Pourquoi l'aurait-il fait? Tout le monde savait qu'il était impossible de l'escalader. Tout le monde,
sauf l'Albahadour. Il alla voir son commandant de bataillon britannique, le colonel Harrison. Il lui expliqua son idée. Les Gourkhas escaladeraient la falaise de nuit. Ils grimperaient dans l'obscurité totale sans faire le moindre bruit. Ils atteindraient le sommet et apparaîtraient derrière les bunkers allemands à l'aube. Le colonel Harrison ne dévisagea comme s'il avait perdu la raison. « Cette falaise ne peut pas être escaladée, » dit Harrison. « Même si vos hommes pouvaient la grimper, ils porteraient chacun 18 kilos d'équipement. Leur fusil seul pèse 4,5 kg, c'est du suicide. Même s'ils parvenaient d'une manière ou d'une autre au sommet, ils seraient piégés là-haut, au lever du soleil. Les soldats allemands les abattraient sur cette falaise comme des canards dans une mare. » L'Albahadur ne discuta pas. Il demanda simplement la permission d'examiner la falaise de plus près. Harrison accepta, pensant que rien n'en sortirait. Cette nuit-là, l'Albahadur et 2 de ses meilleurs grimpeurs se rendirent au pied de la falaise. Ils grimpèrent pendant 3 heures dans le noir. À 85 mètres de hauteur, ils trouvèrent une corniche. Elle ne faisait que 4,5 mètres de large, mais elle était plate. Elle était juste assez grande pour que 60 hommes s'y tiennent debout. Plus important encore, elle était cachée de la vue des Allemands. S'ils pouvaient atteindre cette corniche avant le lever du soleil, ils pourraient y attendre. Les Allemands ne les verraient jamais. L'Albahadur redescendit et fit son rapport sur ce qu'il avait trouvé. Il demanda la permission de tenter la mission. Le colonel Harrison dit non. Il transmit l'idée au quartier général de la brigade. Les généraux dirent non. Ils voulaient une attaque en bonne et due forme avec un soutien blindé et des frappes aériennes. Ils dirent que des fermiers de montagne armés de couteaux ne pouvaient pas percer des positions fortifiées. Ils dirent que la guerre moderne exigeait des armes modernes. 2 fois l'Albahadur demanda. 2 fois, il fut refusé. Le haut commandement britannique avait tranché. Ce problème nécessitait de gros canons et davantage d'hommes. Il n'avait pas besoin de grimpeurs fous dans le noir. Mais il y avait un homme qui n'était pas d'accord. Le major James Malister était un observateur d'artillerie. Son travail consistait à observer les attaques et à diriger le tir des canons. Il avait assisté aux 3 attaques britanniques qui avaient échoué. Il avait vu de bons soldats mourir en essayant de charger des nids de mitrailleuses. Il avait vu des obus rebondir sur le béton comme des cailloux sur un mur de château. Il connaissait la vérité que les généraux ne voulaient pas entendre. Rien de ce qu'ils avaient essayé ne fonctionnait. Rien de ce qu'ils prévoyaient d'essayer ne fonctionnerait non plus. Parfois, il fallait arrêter de faire ce que tout le monde attendait et tenter ce que personne ne croyait possible. Malister contourna la chaîne de commandement. Il parla directement à un ami qui avait l'oreille du commandant de division. Il plaida sa cause. Donnez aux Gourkhas une nuit. Si quelqu'un pouvait accomplir l'impossible, c'étaient ces montagnards avec leurs couteaux recourbés et leur courage silencieux. Le 13 juin, la permission fut enfin accordée. L'Albahadur rassembla ses 60 hommes et leur exposa le plan. Pas un seul homme n'hésita. Pas un seul homme ne demanda si c'était possible. Ils avaient escaladé des falaises plus difficiles chez eux juste pour mener leurs troupeaux vers les pâturages d'été. Ils l'avaient fait dans la neige et la glace. Ils pouvaient le faire ici dans l'air chaud de l'été italien. Ils passèrent 3 nuits à s'entraîner sur une falaise similaire à 3 km au sud de la position allemande. Ils grimpèrent dans l'obscurité totale. Ils apprirent à se déplacer sans bruit. Ils apprirent à trouver des prises dans la roche qu'ils ne pouvaient pas voir. À la 3e nuit, les 60 hommes pouvaient faire l'ascension sans une seule corde et sans faire un bruit plus fort qu'un murmure. Maintenant, il fallait le faire pour de vrai. Il fallait le faire pendant que des soldats allemands étaient assis 90 mètres au-dessus d'eux avec des mitrailleuses. Il fallait le faire en sachant qu'une seule pierre qui tombe, une seule toux, un seul fusil heurtant la roche ferait pleuvoir les balles sur eux. Il fallait le faire en sachant que si le soleil se levait avant qu'ils n'atteignent cette corniche, ils mourraient tous sur cette paroi rocheuse. La mission fut fixée à la nuit du 13 juin. S'ils réussissaient, ils changeraient la façon dont toute l'armée britannique concevait ce qui était possible. S'ils échouaient, 60 familles au Népal recevraient des lettres disant que leur fils était mort en tentant l'impossible. L'Albahadur vérifia son kukri une dernière fois. La lame recourbée de 45 cm était assez tranchante pour fendre un cheveu. Dans quelques heures, les Allemands la verraient de près. La seule question était de savoir s'ils la verraient avant de mourir ou avant de se rendre. Le soleil se coucha sur Monte Cassino le 13 juin à 21h23. L'Albahadur et ses 60 Gurkhas attendaient dans un fossé de drainage au pied de la falaise. Ils s'étaient noircis le visage avec de la boue. Ils avaient enroulé du tissu autour des sangles de leurs fusils pour que le métal ne cliquette pas. Ils avaient vérifié chaque bouton et chaque boucle pour s'assurer que rien ne ferait de bruit. Chaque homme portait son fusil, 18 kilos d'équipement,
2 gourdes d'eau, des munitions supplémentaires et son kukri. Le poids total approchait les 27 kilos pour certains des hommes les plus petits. Ils allaient porter tout cela en haut d'une falaise de 120 mètres dans l'obscurité totale. À 23h47, l'Al-Bahadour donna le signal. Le premier homme s'approcha de la paroi rocheuse et commença à grimper. Le deuxième homme attendit 30 secondes, puis suivit. Un par un, les 60 Gourkas commencèrent à monter le long de la falaise. Ils grimpaient comme les chats grimpent aux arbres, testant chaque prise avant d'y mettre leur poids. Ils déplaçaient leurs mains lentement pour éviter de racler la roche. Ils déplaçaient leurs pieds avec précaution pour éviter de faire tomber des pierres. Au-dessus d'eux, à 200 mètres de distance, des soldats allemands étaient assis dans leur bunker. Certains dormaient, certains jouaient aux cartes, certains dînaient. Aucun d'entre eux ne surveillait la falaise derrière eux parce que tout le monde savait que cette falaise ne pouvait pas être escaladée. La roche était froide sous leurs doigts. L'air nocturne sentait la poussière et le thym sauvage qui poussait entre les rochers. Loin en dessous, ils pouvaient entendre l'eau couler dans un ruisseau. Loin au-dessus, ils pouvaient voir les étoiles. Ils ne pouvaient pas se voir les uns les autres. Chaque homme grimpait seul dans le noir, faisant confiance à l'homme au-dessus de lui pour connaître le chemin. Toutes les quelques minutes, l'Al-Bahadour s'arrêtait et écoutait. Il pouvait entendre des respirations. Il pouvait entendre du tissu glisser contre la pierre, mais il ne pouvait pas entendre de bottes raclées ni d'équipements cliquetés. Ces hommes se déplaçaient comme des fantômes. À 30 mètres de hauteur, l'angle de la falaise changea. Elle devint plus raide. Les prises devinrent plus difficiles à trouver. Le pied d'un homme glissa. Il se rattrapa avec les mains et se figea. Un petit caillou se détacha et dégringola. Tout le monde arrêta de grimper. Ils retinrent leur souffle et écoutèrent. Le caillou rebondit 2 fois, puis atterrit dans la terre meuble en bas avec un bruit sourd et discret. Aucun cri ne vint d'en haut. Aucune lumière ne s'alluma. Les Allemands n'avaient pas entendu. L'homme qui avait glissé trouva une nouvelle prise pour son pied et continua à grimper. Derrière lui, 59 autres hommes firent de même. À 60 mètres, les mains commencèrent à se crisper. Les doigts commencèrent à être douloureux. Le poids de leur équipement tirait sur leurs épaules. La sueur coulait sur les visages malgré la fraîcheur de l'air nocturne. Mais personne ne s'arrêta. Personne ne demanda à se reposer. Ils s'étaient entraînés pour cela. Leur corps savait quoi faire même quand leurs esprits étaient fatigués. Une main vers le haut, trouver la prise, la tester, tirer. Un pied vers le haut, trouver le rebord, le tester, pousser. Respirer lentement. Ne pas penser à la distance qui vous sépare du sol. Ne pas penser à ce qui se passe si vous tombez. Juste trouver la prise suivante. À 85 mètres, le premier grimpeur atteignit la corniche. Elle était exactement là où l'Al-Bahadour avait dit qu'elle serait. 4 mètres et demi de large, plate comme une table, cachée de la vue d'en haut. Le premier homme se hissa et s'allongea à plat ventre, haletant. Le deuxième homme arriva 30 secondes plus tard, puis le troisième, puis le quatrième. Un par un, les 60 Gourkas se hissèrent sur cette étroite étagère de roche. Le dernier homme atteignit la corniche à 2h23 du matin. L'ascension avait pris 2h36 minutes. Pas un seul homme n'était tombé. Pas un seul équipement n'avait été lâché. Pas un seul son n'avait atteint les oreilles allemandes. Maintenant venait la partie difficile. Ils devaient attendre. Ils ne pouvaient pas avancer parce que les bunkers allemands étaient juste au-dessus d'eux. Ils ne pouvaient pas redescendre parce qu'ils devaient être en position au lever du soleil. Alors ils restèrent assis sur cette corniche étroite et attendirent l'aube. Certains hommes prirent de petites gorgées d'eau. Certains vérifièrent leur fusil une dernière fois. Certains fermèrent les yeux et se reposèrent. L'Al-Bahadour ne se reposa pas. Il fixait du regard le rebord de la corniche au-dessus d'eux, où des soldats allemands étaient assis à 45 mètres de là, mangeant leur petit déjeuner et buvant du café, totalement inconscients que 60 soldats ennemis étaient assis juste en dessous d'eux. À 4h15, le ciel commença à changer. Le noir devint bleu foncé. Le bleu foncé devint gris. Les étoiles commencèrent à s'estomper. L'Al-Bahadour pouvait maintenant voir les visages de ces hommes. Ils avaient l'air fatigués, mais prêts. Chaque homme avait son fusil chargé. Chaque homme avait son kukri desserré dans son fourreau. Il savait ce qui allait suivre. Dès qu'il y aurait assez de lumière pour que les Allemands les voient, cela se terminerait soit par une reddition, soit par un massacre. Il n'y aurait pas de demi-mesure. À 4h47, un soldat allemand en patrouille matinale marcha jusqu'au bord de la falaise pour se soulager. Il bâillait. Il pensait à retourner dans sa couchette et dormir encore 2 heures.
Il regarda en bas et se figea. 60 hommes en uniforme britannique étaient assis sur une corniche 15 mètres en dessous de lui, le regardant droit dans les yeux. Pendant 3 secondes, personne ne bougea. Le soldat allemand ouvrit la bouche pour crier. Avant qu'un son ne sorte, l'Albahadour se leva et brandit son kukri haut au-dessus de sa tête pour que l'Allemand puisse le voir. La lame capta les premiers rayons du soleil matinal. Elle brilla comme un miroir. Le soldat allemand referma la bouche. Il ne cria pas. Il se retourna et courut vers les bunkers. En 2 minutes, chaque soldat allemand de la position savait ce qui s'était passé. En 5 minutes, le major Kleinschmidt lui-même va regarder. Il se tint au bord et fixa les Gourkas du regard. Il avait combattu en Russie. Il avait vu des batailles de chars et des tirs d'artillerie. Il avait vu des villages entiers brûlés et des armées entières détruites. Mais il n'avait jamais rien vu de tel. 60 hommes avaient escaladé une falaise inescaladable de nuit. Ils étaient maintenant assis derrière sa forteresse, derrière ses murs de béton, derrière ses mitrailleuses. Tout ce qu'il avait construit pour protéger ces hommes était désormais inutile. Les murs étaient orientés dans le mauvais sens. Kleinschmidt n'était pas un imbécile. Il n'allait pas descendre cette falaise en chargeant pour se battre au corps à corps avec des Gourkas. Tout le monde dans l'armée allemande avait entendu les histoires d'Afrique du Nord. Ils avaient entendu ce qui se passait quand les Gourkas s'approchaient avec leurs couteaux. Ils avaient entendu dire que les Gourkas n'arrêtaient jamais d'avancer, qu'ils rampaient avec des balles dans le corps juste pour porter un coup de plus avec leurs lames. Kleinschmidt avait lu les rapports de renseignement. Un rapport disait que lors d'un raid nocturne en Tunisie, 12 Gourkas avaient tué 40 soldats allemands dans leur sommeil sans tirer un seul coup de feu. Un autre rapport disait qu'une unité de Gourkas avait été encerclée et sommée de se rendre. Au lieu de cela, ils avaient chargé au kukri et percé les lignes de 300 hommes. Mais Kleinschmidt n'était pas non plus prêt à se rendre. Il avait tenu cette position pendant 23 jours. Il avait repoussé 3 attaques britanniques. Il avait 150 hommes avec des mitrailleuses et des grenades. Les Gourkas avaient des fusils et des couteaux. Ils étaient piégés sur cette corniche. S'ils essayaient de grimper, ces hommes les abattraient. S'ils essayaient de redescendre, ils devraient battre en retraite. Kleinschmidt prit sa décision. Il marcha jusqu'au bord de la falaise et cria en bas dans son anglais approximatif. « Vous avez bien grimpé, mais vous êtes piégés. Vous ne pouvez pas monter. Vous ne pouvez pas rester là. Rendez-vous maintenant et vous serez traité équitablement selon les règles de la guerre. » L'Albahadour se leva. Il ne cria pas en retour. Il ne dit rien. Il tira simplement son kukri de son fourreau et le brandit haut au-dessus de sa tête une fois de plus. Puis, sans qu'aucun ordre ne soit donné, les 59 autres Gourkas se levèrent et firent de même. 60 lames recourbées sortirent de 60 fourreaux de cuir avec un son semblable à de la soie qu'on déchire. Le sang résonna contre la paroi de la falaise. Il était assez discret pour que les oiseaux continuent de chanter. Il était assez fort pour que chaque soldat allemand l'entende clairement. Kleinschmidt fixa du regard ces 60 lames. Il savait ce que ce son signifiait. Il signifiait que ces hommes n'allaient pas se rendre. Il signifiait qu'ils allaient monter cette falaise avec leurs couteaux. Il signifiait que ces mitrailleuses en tueraient beaucoup, peut-être même tous. Mais il signifiait aussi que certains atteindraient le sommet. Il signifiait qu'avant que tout cela ne soit terminé, des Gourkas seraient à l'intérieur de ces bunkers. Il signifiait un combat rapproché, avec des hommes qui s'étaient entraînés toute leur vie à se battre à l'arme blanche. Il signifiait que ces soldats devraient regarder dans les yeux des hommes qu'ils essayaient de tuer. Il signifiait du sang sur les sols en béton et des hurlements dans les recoins sombres des bunkers où les mitrailleuses ne pouvaient pas viser. Kleinschmidt regarda ses propres hommes. C'étaient de bons soldats. Ils avaient tenu cette position pendant des semaines, mais il pouvait voir leur visage. Ils ne voulaient pas se battre au corps à corps avec des Gourkas. Personne ne voulait se battre au corps à corps avec des Gourkas. Il regarda de nouveau en bas vers la corniche. L'Albahadur se tenait toujours là, le kukri levé, immobile. Le message était clair. Vous pouvez vous rendre ou vous pouvez vous battre. Mais si vous vous battez, nous arrivons. Rien de ce que vous avez ne nous arrêtera. Vos murs ne signifient plus rien maintenant. Vos canons ne signifient plus rien maintenant. Cela se termine d'une manière ou d'une autre dans l'heure qui vient. C'est vous qui choisissez comment. Le major Kleinschmidt se tint au bord de la falaise et fit le choix le plus difficile qu'un soldat ait jamais à faire. Il devait décider si sa fierté valait la vie de ses hommes. Il avait tenu cette position pendant 23 jours contre tout ce que les Britanniques avaient pu lui envoyer. Il avait gagné des médailles en Russie.
Ses commandants attendaient de lui qu'il se batte jusqu'à la dernière balle. Mais il connaissait aussi la vérité. Sa forteresse était devenue son piège. Les murs qui le protégeaient des Britanniques bloquaient maintenant sa propre fuite. Si les Gourkhas grimpaient, ces mitrailleuses en tueraient certains. Peut-être qu'elles en tueraient la plupart, mais pas tous. Certains atteindraient le sommet. Et une fois que des Gourkhas armés de kukris seraient à l'intérieur de bunkers conçus pour garder les ennemis à l'extérieur, ce qui suivrait ne serait pas la guerre, ce serait une boucherie. À 7h12 du matin, 3h25 après que le premier soldat allemand eut repéré les Gourkhas, Kleinschmidt donna l'ordre. Des drapeaux blancs apparurent au bunker. Les soldats allemands sortirent les mains en l'air. 150 hommes qui avaient tenu une position imprenable pendant près d'un mois se rendirent sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. L'Al-Bahadour et ses 60 Gourkhas gravirent les derniers 15 mètres et acceptèrent leur reddition. La position qui avait coûté 340 pertes britanniques lors des attaques précédentes tomba sans aucune perte alliée. Pas un seul Gourkha n'avait même été blessé. Les chiffres racontaient une histoire qui changea tout ce que les commandants britanniques croyaient savoir sur la guerre en montagne. Lors de la première attaque britannique, 200 hommes chargeant avec des fusils avaient gagné 0 mètre de terrain et perdu 80 hommes tués ou blessés. Lors de la deuxième attaque, des chars et des armes lourdes avaient capturé 0 bunker et perdu 3 chars. Lors de la troisième attaque, 1200 obus d'artillerie avaient détruit 0 position allemande. Ensemble, ces 3 attaques sur 8 jours avaient causé 340 pertes et n'avaient rien accompli. L'ascension les Gourkhas prit 7h25 du début à la fin. Elle coûta 0 perte et permit de conquérir la position entière. La nouvelle se répandit à travers les lignes allemandes plus vite que les rapports officiels. Les soldats se parlent entre eux. Les prisonniers parlent aux gardes. Les histoires grandissent à chaque récit. En 72 heures, 17 autres positions allemandes le long de la montagne se rendirent quand elles virent des unités Gourkhas approcher. Certaines se rendirent avant même que les Gourkhas ne le demandent. Une position à l'extrémité nord de la montagne, tenue par 60 Allemands, envoya des drapeaux blancs quand ils virent les Gourkhas se rassembler au pied de leur colline. L'officier allemand en charge envoya un message qui disait « Nous n'attendrons pas que vous escaladiez nos murs, nous préférons vivre ». Une autre position que le renseignement britannique estimait occupée par 200 hommes avec des provisions pour 6 semaines se rendit le deuxième jour après la capitulation de Kleinschmidt. Quand les officiers britanniques demandèrent au commandant allemand pourquoi il avait abandonné si facilement, il répondit « Mais j'ai vu ce qui s'est passé à la forteresse de Kleinschmidt. J'ai vu la falaise. » Je sais que nous avons des falaises, nous aussi. Je ne suis pas un imbécile. L'armée allemande répondit à l'escalade des Gourkhas de la manière dont toutes les armées répondent quand elles voient une nouvelle menace. Ils mirent à jour leur manuel. Un guide tactique allemand capturé datant de fin juin 1944 comportait une nouvelle section ajoutée. Elle était intitulée « Méthode d'infiltration des Gourkhas, prévention et réponse ». La section disait aux soldats allemands de poster des gardes sur toutes les approches de leur position, y compris les falaises et les parois rocheuses qui semblaient impossibles à escalader. Elle indiquait de supposer que toute surface verticale de moins de 150 mètres de haut pouvait être escaladée par les Gourkhas de nuit. Elle disait que si des Gourkhas étaient repérés derrière les lignes allemandes, les commandants devaient envisager une reddition immédiate plutôt qu'un combat rapproché, car ces troupes combattent avec des lames au corps à corps, et les pertes allemandes dans un tel combat sont inacceptables. Les commandants américains qui entendirent l'histoire voulurent voir la falaise par eux-mêmes. 3 colonels de l'armée américaine se rendirent à Monte Cassino 2 semaines après la reddition. Ils se tinrent au pied de la falaise et regardèrent vers le haut. Un colonel dit tout haut ce que les 3 pensaient. Personne ne peut escalader ça. Un vieux sergent britannique qui s'était trouvé au pied de la falaise dans la nuit du 13 juin l'entendit et éclata de rire. C'est ce que nous avons tous dit aussi, monsieur. Puis nous les avons regardés le faire. Les colonels américains demandèrent s'ils pouvaient tenter l'escalade eux-mêmes en plein jour, avec des cordes et de l'aide. 6 heures plus tard, avec un équipement d'escalade complet et 3 pauses, 2 d'entre eux atteignirent la corniche. Le 3e abandonna à 60 mètres. Tous les 3 convinrent que le faire de nuit sans corde et avec 27 kilos d'équipement dépassait ce que des soldats normaux pouvaient accomplir. Mais les Américains en tirèrent des leçons. En moins de 6 mois, l'armée américaine créa un entraînement spécial de guerre en montagne qui incluait l'escalade de nuit. Dès 1945, des unités de Rangers américains pratiquaient le même type d'infiltration verticale que les Gourkhas avaient utilisé. Les techniques se répandirent encore davantage après la guerre. Les écoles de guerre en montagne de l'OTAN dans les années 1950 enseignaient l'escalade de Monte Cassino comme une étude de cas sur la capacité à penser au-delà de ce que l'ennemi attend.
La falaise elle-même reçut un nouveau nom sur les cartes militaires. Tout le monde se mit à l'appeler l'échelle des Gourkas. En 1960, quand l'OTAN construisit un centre d'entraînement de guerre en montagne dans le nord de l'Italien, le gouvernement italien insista pour qu'il soit construit là où les étudiants pouvaient voir Monte Cassino au loin. Chaque officier de l'OTAN qui passait par cette école devait effectuer une escalade de nuit sur une falaise près de l'ancien champ de bataille dans le cadre de sa formation. De retour à Monte Cassino, quelque chose d'autre se passait que personne n'avait prévu. L'endroit où les Gourkas avaient grimpé devint presque sacré pour les soldats qui avaient combattu en Italie. Les soldats britanniques faisaient la randonnée pour voir la falaise. Les soldats américains arrêtaient leur jeep et la prenaient en photo. Même certains prisonniers allemands demandèrent à la voir avant d'être envoyés dans les camps. Un fermier italien dont la famille avait vécu près de la montagne depuis 200 ans dit qu'il n'avait jamais vu autant de gens s'intéresser à une paroi rocheuse. Avant la guerre, dit-il, c'était juste un rocher. Maintenant, c'est de l'histoire. La bataille que les Gourkas gagnèrent sans combattre enseigna des leçons qui allaient bien au-delà de l'escalade. Les commandants britanniques réalisèrent qu'ils avaient été tellement concentrés sur ce qu'ils pensaient possible qu'ils n'avaient jamais demandé à leurs soldats Gourkas ce que savait être possible. Un rapport rédigé par un commandant britannique 3 mois après la bataille le disait clairement. Nous avons supposé que la guerre moderne nécessitait des solutions modernes. Nous avons oublié que l'arme la plus ancienne, le couteau, combinée à la compétence la plus ancienne, l'escalade, pouvait vaincre les fortifications les plus récentes. Nous avions prévu de briser les murs avec des bombes. Les Gourkas ont simplement contourné les murs. Ce faisant, ils nous ont rappelé que le but de la guerre n'est pas de détruire l'ennemi, mais de le faire abandonner. Les commandants allemands tirèrent une leçon différente. Avant Monte Cassino, la doctrine défensive allemande disait que toute position dotée de bunkers en béton, de mitrailleuses et de champs de tir dégagés était presque impossible à prendre sans perte massive. Après Monte Cassino, cette doctrine changea. Un général allemand nommé Wilhelm Schulz rédigea un document pour les officiers de la Wehrmacht en août 1944. Il dit que la mentalité de forteresse avait donné aux soldats allemands un sentiment de sécurité, alors qu'ils étaient en réalité vulnérables. « Nous avons construit des murs pour empêcher l'ennemi d'entrer », il écrivit. « Nous n'avons pas pensé à ce qui se passe quand l'ennemi apparaît à l'intérieur de nos murs. Nous pensions que la position était tout. Les Gourkas nous ont montré que la position ne signifie rien si l'ennemi peut changer sa position vers un endroit que vous n'attendez pas. » Le changement le plus important se produisit peut-être dans la façon dont les forces britanniques et américaines considéraient les soldats de leurs colonies et nations alliées. Avant la guerre, beaucoup d'officiers européens considéraient les Gourkas, les Sikhs, les troupes africaines et les autres comme de bons combattants, mais pas de bons penseurs. Ils étaient censés suivre les ordres, pas élaborer des plans. Monte Cassino changea cette vision. L'Al-Bahadour n'avait pas seulement été courageux, il avait été intelligent. Il avait vu quelque chose que les officiers britanniques avaient manqué. Il avait pensé à une solution qu'ils n'avaient jamais envisagée. Après Monte Cassino, davantage d'officiers coloniaux furent consultés pour leurs idées. Davantage de soldats autochtones furent promus à des rôles de commandement. L'armée britannique avait appris que les bonnes idées peuvent venir de n'importe où, même d'un berger d'un village que la plupart des Britanniques n'auraient pas pu trouver sur une carte. Le résultat le plus inattendu de l'escalade des Gourkas fut son effet sur le moral allemand. Les officiers du renseignement britannique remarquèrent quelque chose d'étrange dans les semaines qui suivirent la reddition de Kleinschmidt. Les soldats allemands abandonnaient des positions qui auraient dû être faciles à défendre. Ils se retiraient de collines et de bunkers que les Britanniques n'avaient même pas encore attaqués. Quand les officiers du renseignement interrogèrent les prisonniers, ils entendirent la même chose encore et encore. Les soldats allemands disaient qu'ils ne savaient pas où les Gourkas apparaîtraient ensuite. Ils disaient qu'ils ne pouvaient pas dormir en sachant que des soldats ennemis pourraient grimper derrière eux dans l'obscurité. Un simple soldat allemand dit quelque chose que les officiers du renseignement mirent dans leur rapport parce que cela expliquait tellement de choses. « Vous, les Britanniques, vous avez des chars et des avions et des bombes. » Il dit « Nous pouvons les voir arriver. Nous pouvons nous cacher d'eux. Mais comment se cacher d'hommes qui escaladent les murs la nuit? Comment se préparer face à un ennemi qui apparaît là où aucun ennemi ne devrait être? Nous sommes des soldats, pas des magiciens. » Kleinschmidt lui-même, assis dans un camp de prisonniers britanniques dans le sud de l'Italie, accorda une interview à un officier britannique 6 mois après sa reddition. L'officier lui demanda pourquoi il s'était rendu alors qu'il avait plus d'hommes et plus d'armes que les Gourkas. Kleinschmidt réfléchit longtemps avant de répondre. « Je n'ai pas été vaincu par une force supérieure, dit-il. J'ai été vaincu par un esprit supérieur. Mes hommes avaient des armes, les Gourkas avaient la volonté. À la guerre, la volonté bat les armes à chaque fois.
La guerre en Italie continua pendant encore 11 mois après que les Gourkhas eurent escaladé la falaise de Monte Cassino. Pendant cette période, les bataillons Gourkhas reçurent de nouveaux ordres. Chaque fois que les forces britanniques faisaient face à une position qui semblait trop forte pour être attaquée directement, les commandants commençaient par demander s'il y avait une falaise à proximité. S'il y en avait une, ils envoyaient les Gourkhas. À la fin de 1944, chaque bataillon Gourkha en Italie avait une section d'escalade spéciale. C'étaient des hommes qui s'entraînaient spécifiquement à faire ce que l'Al-Bahadur et ses 60 soldats avaient fait. Ils s'entraînaient de nuit. Ils s'entraînaient sous la pluie. Ils s'entraînaient en portant encore plus de poids qu'avant. Les commandants britanniques leur donnèrent un surnom qui resta. Ils les appelaient les fantômes parce qu'ils apparaissaient là où personne ne s'y attendait. La technique se répandit au-delà de l'Italie. Quand l'armée britannique combattit en Birmanie contre les Japonais, les unités d'escalade Gourkha utilisèrent les mêmes méthodes. Les soldats japonais avaient construit des positions sur des flancs de collines escarpées, pensant que la jungle et l'angle de la pente les protégeraient. Les Gourkhas leur prouvèrent le contraire. En mars 1945, une unité Gourkha escalada une falaise de 180 mètres en Birmanie de nuit et captura une station radio japonaise que les commandants britanniques avaient prévu de bombarder. Le bombardement aurait détruit l'équipement radio. L'escalade le sauva. Les décrypteurs britanniques utilisèrent la radio capturée pour lire les messages japonais pendant les 2 mois suivants. Après la fin de la guerre, la technique d'escalade devint un entraînement standard. En 1947, l'armée britannique créa une école de guerre en montagne au Pays de Galles. Chaque officier qui passait par cette école devait apprendre les bases de l'escalade de nuit. Ils étudiaient l'opération de Monte Cassino comme première leçon. Dès 1950, même les soldats qui n'allaient jamais combattre en montagne apprenaient l'histoire de l'Al-Bahadur et de son escalade. Elle figurait dans les manuels d'entraînement comme un exemple de pensée créative au combat. La leçon que l'armée britannique voulait enseigner aux soldats était simple. Quand tout le monde dit que quelque chose est impossible, cela peut signifier que c'est vraiment difficile, ou cela peut signifier que personne n'a encore essayé de la bonne manière. Les Américains poussèrent la leçon encore plus loin. En 1952, l'armée américaine créa l'école des Rangers à Fort Benning, en Géorgie. Une partie de la formation des Rangers était la phase montagne, où les soldats apprenaient à grimper et à combattre en terrain escarpé. Les instructeurs de l'école des Rangers racontaient à chaque promotion l'histoire de Monte Cassino. Ils faisaient grimper les élèves de nuit avec des sacs lourds. Ils leur enseignaient que la surprise vaut plus que le nombre. Une petite force dans un endroit inattendu peut battre une grande force dans un endroit prévisible. Des milliers d'officiers américains passèrent par l'école des Rangers au cours des 70 années suivantes. Tous entendirent l'histoire des Gourkhas et de la falaise. Mais l'hommage le plus durable à ce que les Gourkhas avaient accompli eut lieu à Monte Cassino même. En 1950, le gouvernement italien travailla avec les vétérans britanniques pour installer des marqueurs sur le champ de bataille. Ils placèrent des plaques aux endroits où des événements importants s'étaient produits pendant les 4 mois de bataille pour la montagne. La plaque au pied de la falaise que les Gourkhas avaient escaladée était rédigée en 3 langues, italien, anglais et népalais. Elle disait « Ici, dans la nuit du 13 juin 1944, 60 soldats du 2e bataillon du 5e régiment royal de fusiliers Gourkhas escaladèrent cette falaise et acceptèrent la reddition de la position allemande au-dessus. Ils accomplirent par le courage et l'habileté ce que la force n'avait pu réaliser. » Chaque année depuis 1955, le 13 juin, une petite cérémonie a lieu devant cette plaque. Les vétérans britanniques viennent s'ils sont encore en vie et capables de voyager. Les villageois italiens viennent parce que la bataille s'est déroulée chez eux et des soldats Gourkhas de l'armée britannique viennent se souvenir de ce que leurs frères ont accompli. En 2004, pour le 60e anniversaire de l'escalade, 12 Gourkhas encore en vie parmi les 60 hommes originaux de l'Al-Bahadur firent le voyage de retour en Italie. Ils avaient tous plus de 80 ans à ce moment-là. L'un d'eux, un homme nommé Beya Bahadur, escalada la falaise à nouveau à l'âge de 83 ans. Cela lui prit 8 heures avec 2 pauses et l'aide de soldats plus jeunes, mais il y arriva. Au sommet. Les journalistes lui demandèrent pourquoi il l'avait fait. Il dit « Pour prouver que j'en étais encore capable ». L'Al-Bahadur lui-même ne vit jamais la plaque. Il était rentré au Népal en 1946 après la fin de la guerre. L'armée britannique lui avait décerné la Croix de Victoria, qui est la plus haute médaille de bravoure que la Grande-Bretagne décerne. Seuls 13 Gourkhas l'ont jamais reçue. L'Al-Bahadur rapporta la médaille chez lui dans son sac et la mit dans un tiroir. Il ne parlait pas de la guerre. Il retourna à l'agriculture dans son village dans les montagnes. Il élevait des chèvres et cultivait de l'orge. Il se maria et eut 4 enfants. Ses voisins savaient qu'il avait été soldat
mais il ne racontait jamais d'histoire de guerre. Son fils aîné disait que quand les gens demandaient à son père au sujet de la guerre, il répondait « J'ai fait mon devoir. Beaucoup d'autres ont fait davantage. » L'Al-Bahadour mourut en 1968, à l'âge de 50 ans. Son fils trouva la croix de Victoria dans le tiroir après les funérailles. La médaille était enveloppée dans un tissu et n'avait jamais été exposée. Mais à côté se trouvait autre chose. C'était une petite pierre, lisse et grise. Le fils ne savait pas ce que c'était, jusqu'à ce qu'il trouve une lettre glissée dans le tissu. La lettre était du commandant McAllister, l'officier d'artillerie britannique qui avait aidé à convaincre les commandants de laisser les Gourkhas tenter leur escalade. McAllister avait écrit à l'Al-Bahadour en 1946, juste après la fin de la guerre. Dans la lettre, McAllister disait qu'il était retourné à Monte Cassino et avait grimpé jusqu'à la corniche en plein jour. Il avait ramassé une pierre sur cette corniche et l'avait envoyée à l'Al-Bahadour. La lettre disait « Cette pierre était sous vos pieds la nuit où vous avez changé la façon dont le monde pense à ce qui est possible. Gardez-la pour vous rappeler qu'impossible n'est qu'un mot utilisé par les gens qui abandonnent trop facilement. » Le commandant Gustav Kleinschmidt, l'officier allemand qui s'était rendu, eut une vie différente après la guerre. Il fut détenu dans un camp de prisonniers britanniques jusqu'en 1947. Quand il fut libéré, il retourna en Allemagne et devint enseignant. Il enseignait l'histoire et la géographie dans une petite ville de Bavière. En 1965, un vétéran britannique qui avait combattu à Monte Cassino visita l'Allemagne en vacances. Il s'arrêta par hasard dans la ville de Kleinschmidt et vit son nom dans l'annuaire téléphonique. Il l'appela. Les deux hommes se retrouvèrent pour un café. Le vétéran britannique demanda à Kleinschmidt s'il regrettait de s'être rendu. Kleinschmidt dit non. « J'ai sauvé 150 vies ce jour-là, dit-il, y compris la mienne. Ce n'est pas quelque chose à regretter. Certains de mes collègues officiers ont dit que j'étais un lâche. Mais ces officiers ne se tenaient pas au bord de cette falaise en regardant en bas 60 Gourkhas avec leurs couteaux sortis. Le courage, c'est savoir quand combattre. La sagesse, c'est savoir quand combattre ne fera que faire tuer vos hommes pour rien. » Les leçons de Monte Cassino se répandirent dans des domaines bien éloignés de la planification militaire. Les écoles de commerce commencèrent à enseigner cette histoire comme une étude de cas en résolution créative de problèmes. La leçon qu'elles en tiraient portait sur la remise en question des hypothèses. Les Britanniques supposaient que la falaise ne pouvait pas être escaladée, alors ils n'essayèrent jamais. Les Allemands supposaient que la falaise n'avait pas besoin de garde, alors ils ne la surveillèrent jamais. Ces deux hypothèses étaient fondées sur ce qui semblait évident. Mais ce qui est évident pour une personne ne l'est pas pour une autre. Ce qui semble impossible à quelqu'un d'un pays plat semble ordinaire à quelqu'un qui a grandi dans les montagnes. La version école de commerce de la leçon était « Embauchez des gens qui voient le monde différemment de vous. Puis, écoutez quand ils vous disent quelque chose que vous pensez être faux. » Les groupes environnementaux utilisèrent l'histoire de Monte Cassino pour enseigner la notion de perspective. Ils soulignèrent que les Gourkhas avaient réussi parce qu'ils comprenaient la montagne mieux que quiconque. Ils avaient grandi dans les montagnes. Ils savaient comment la roche tient ensemble. Ils savaient comment les changements de température affectent la pierre. Ils connaissaient 1000 petites choses auxquelles les officiers britanniques n'avaient jamais pensé, parce que les officiers britanniques avaient grandi dans des villes et des fermes. La leçon environnementale était « le savoir local compte ». Les gens qui vivent avec la terre savent des choses que les experts venus de loin peuvent manquer. Les psychologues étudièrent cette histoire pour comprendre le courage humain. Qu'est-ce qui avait rendu 60 hommes prêts à escalader une falaise mortelle de nuit sans équipement de sécurité? La réponse n'était pas simple. C'était en partie l'entraînement. C'était en partie la confiance en leur chef. C'était en partie la culture. Les Gourkhas grandissent en entendant des histoires d'ancêtres qui ont accompli des actes courageux. Ils grandissent en croyant que la retraite est pire que la mort. Ils grandissent dans une tradition guerrière qui valorise l'honneur au-dessus de la sécurité. Mais les psychologues disaient qu'il y avait autre chose aussi. Les Gourkhas réussirent parce qu'ils croyaient qu'ils le pouvaient. Quand l'Al-Bahadour dit « Nous pouvons escalader ceci », ces hommes ne doutèrent jamais de lui. La croyance devint réalité parce qu'ils agirent comme si elle l'était déjà. À l'époque moderne, des unités de forces spéciales de nombreux pays s'entraînent sur la falaise de Monte Cassino. Le gouvernement italien autorise les équipes militaires à l'utiliser comme site d'entraînement. Des soldats du SAS britannique, des Navy Seals américains, du KSK allemand et de nombreuses autres unités d'élite ont escaladé l'échelle des Gourkhas dans le cadre de leur formation. Ils l'escaladent d'abord en plein jour pour apprendre l'itinéraire. Puis ils l'escaladent de nuit pour comprendre ce que les 60 Gourkhas originaux avaient affronté. La plupart des soldats modernes portent des harnais et utilisent des cordes de sécurité. Même avec un équipement moderne et en connaissant l'itinéraire,
beaucoup n'arrivent pas jusqu'en haut lors de leur première tentative. Cela leur enseigne la leçon finale de Monte Cassino. Ce qui semble impossible depuis le sol devient possible quand on commence à avancer, mais seulement si on n'abandonne pas. L'armée britannique actuelle compte toujours des régiments Gourkha. Ainsi, plus de 3000 Gourkhas servent dans l'armée britannique aujourd'hui. Ils viennent toujours des mêmes villages de montagne d'où venait l'Al-Bahadur. Ils portent toujours des kukris. Et chaque recrue Gourkha entend toujours l'histoire de Monte Cassino lors de son premier jour d'entraînement. Les instructeurs leur disent « Vous venez de gens qui font ce que les autres disent ne pas pouvoir être fait. C'est votre tradition, c'est votre devoir, c'est qui vous êtes. » 70 ans après que 60 hommes eurent escaladé une falaise impossible, la question n'est pas de savoir si cela s'est produit. La question est de savoir ce que cela signifie. Peut-être cela signifie-t-il que les murs ne sont solides que dans la mesure de la pensée qui les construit. Peut-être cela signifie-t-il que la meilleure défense contre un ennemi intelligent n'est pas des murs plus grands, mais une pensée plus intelligente. Peut-être cela signifie-t-il que quand tout le monde dit non, la bonne personne disant oui peut tout changer. Ou peut-être cela signifie-t-il quelque chose de plus simple. Peut-être cela signifie-t-il que le mot impossible n'est pas un fait, c'est une opinion. Et les opinions changent quand quelqu'un d'assez courageux arrête de parler et commence à grimper.